Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la résilience des systèmes de santé et de la résilience des sociétés face à la Covid. Je vous précise d'emblée que je n'ai pas de conflit d'intérêts. Nous allons d'abord aborder l'homme et la maladie. Il faut savoir que la maladie fait partie de notre nature humaine et notre condition humaine a toujours vécu avec des épidémies. L'homme n'est pas fait pour vivre dans un milieu aseptique ni dans un milieu stérile. Vouloir vaincre une maladie est intrinsèque au genre humain. Toutefois, pour vaincre une épidémie, rien n'impose d'éradiquer l'agent pathogène, ni du pays, ni de la surface de la Terre. Des pathologies infectieuses existent toujours, comme la peste ou la tuberculose. Elles sont vaincues, on peut dire, mais elles ne ont pas été éradiquées de la surface de la Terre, malheureusement. Vouloir se débarrasser au XXIe siècle d'une épidémie comme celle du coronavirus, une maladie infectieuse provoquée par un agent pathogène tel que le coronavirus, par des mesures de coercition sociale ou par une vaccination de masse obligatoire, relève plus du péché d'orgueil ou du constructivisme politique que d'une réalité facilement atteignable. Pourquoi ? Parce que l'immunité collective qui est visée avec la vaccination obligatoire est extrêmement difficile à atteindre avec ce type de virus, puisque les coronavirus varient tout le temps, les coronavirus recombinent, il existe un immense réservoir humain et animal. De plus, en ce qui concerne la vaccination, on ne connaît pas du tout la durée de l'immunité qu'elle confère. Ce que l'on sait par contre, c'est qu'à partir du 6e mois, l'immunité baisse. Et c'est pour ça qu'on nous demande maintenant de réaliser une 3e dose et qu'on nous parle même de 4e dose. L'immunité collective relève donc plus d'un fantasme. Donc il faudra vivre avec. Et vivre avec, ça ne veut pas dire laisser circuler le virus dans toutes les couches de la société, n'importe où, n'importe comment. Ça veut dire qu'il faut prendre en charge l'infection, la contrôler et faire ce qu'il faut, traiter les épidémies comme on sait les prendre en charge depuis le 19e siècle, mais qui n'a pas été fait pour cette épidémie-là. C'est-à-dire qu'il faut traiter, d'abord diagnostiquer la pathologie, traiter les gens malades, isoler les gens malades, rompre la chaîne de contamination et puis ensuite protéger les personnes à risque. Alors, dans cette pathologie, on connaît parfaitement quelles sont les personnes à risque. Ce sont des personnes âgées de plus de 65 ans, des personnes qui ont une obésité morbide, des personnes qui ont d'autres pathologies comme une hypertension artérielle, un diabète, une insuffisance respiratoire, une coronaropathie, etc. Et vivre, ça ne veut pas dire être non mort. Vivre, ça veut dire avoir des projets, avoir un projet de vie, avoir des désirs, avoir des satisfactions, avoir des besoins, avoir des joies, avoir des peines. Tout ça, c'est vivre. Et ce n'est pas simplement ne pas être mort physiologiquement. Quand on regarde la pathologie induite par le coronavirus, l'épidémie de la Covid, on peut s'inquiéter de constater que le monde s'est arrêté de tourner pour une pathologie qui tue peu. Alors, qui tue peu, ça ne veut pas dire qu'elle ne tue pas, malheureusement, mais elle tue peu. Elle tue 0,05% des gens environ, et elle tue 0,07% des malades. Le fait que le monde soit arrêté de tourner montre simplement que le monde n'a pas été résilient et qu'en France, le système de santé français n'a pas été résilient et que la société française, le modèle social français n'a pas été résilient non plus. Alors, on nous a expliqué ce qu'était la Covid. On nous a expliqué que la Covid était une pandémie très grave, mettant la vie de chacun en danger. Et on nous a expliqué aussi qu'il n'y avait pas de traitement précoce efficace. On nous a expliqué enfin que les mesures de contrainte étaient nécessaires et incontournables et que la vaccination était la seule possibilité pour venir à bout de la pathologie et revenir au monde d'avant. Alors évidemment, toutes ces assertions qui font partie de la doxa du Covid ne sont pas exactes. Il faut d'abord savoir qu'on ne peut pas vraiment parler d'épidémie de coronavirus en tant qu'une seule épidémie, ou d'une première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague. Il faut parler, à mon avis, d'épidémies différentes, puisque autant de virus il y a, autant d'épidémies il y a. La première épidémie que nous avons affrontée en décembre et jusqu'en décembre 2019, mars-mai 2020, est une épidémie qui est liée au virus, la souche de Wuhan, à partir de laquelle d'ailleurs ont été élaborés les vaccins que nous avons actuellement à disposition. Mais il faut savoir que cette épidémie a été suivie
d'autres épidémies liées à des virus qui ont varié, à des virus différents. L'épidémie du printemps de l'automne 2020 a été liée à un autre coronavirus que Didier Raoult a appelé Marseille 4, qui suppose venir des visons. Ensuite, nous avons eu l'épidémie liée au variant anglais, puis nous avons eu l'épidémie due au variant indien. Donc nous avons eu plusieurs épidémies différentes avec des virus différents. Maintenant, on va aborder la santé et donner une petite définition de la santé. Alors j'ai pris la définition qui figure dans la constitution de l'OMS. Donc la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité. Ça veut dire que la santé ne consiste pas simplement à être exempt de la Covid. Les stratégies adoptées à l'Occident, qui sont le confinement et la vaccination de masse obligatoire, ont mis à mal le bien-être physique, le bien-être mental et le bien-être social des populations. Elles ont détruit les libertés aussi, ce qui veut dire que ces mesures de coercition et ces mesures de vaccination de masse ont porté atteinte à la santé des personnes. Les gens ont perdu à la fois la liberté et ils ont perdu la santé. La perte de la liberté met à mal l'égalité. On sait que les Français, en France, les Français sont présentés comme étant très attachés à l'égalité. Mais malheureusement, ces pratiques, la coercition sociale et la vaccination de masse, ont induit des inégalités entre les personnes, puisque ça a créé des catégories de personnes vaccinées, non vaccinées, confinées, non confinées pour des raisons X ou Y, etc., etc. Nous abordons maintenant la résilience. La résilience représente la plus ou moins grande capacité qu'ont les êtres humains à faire face aux épisodes douloureux de l'existence, par exemple la maladie, le deuil, la précarité, la violence, les abus, etc. C'est en fait la capacité à encaisser, à absorber ou à amortir un choc sans casser, sans céder et à continuer à avoir ses activités dans la mesure du possible, poursuivre sa route et accomplir son projet de vie. On peut dire qu'une personne est résiliente quand, plutôt que de nier les événements ou de s'enfoncer dans la tristesse et la dépression, elle affronte les événements, elle en ressort plus fort, elle en ressort plus expérimentée, elle en ressort aussi plus optimiste et confiante dans la vie. Face à une épidémie comme celle que nous avons connue, le pays est résilient comme l'épidémie est contrôlée, l'économie est préservée et tourne, et les liens sociaux sont maintenus. Il faut les trois. S'il en manque un seul, la prise en charge est mauvaise et il n'y a pas de résilience. Si l'économie s'effondre, il n'y a pas de résilience. Si les liens sociaux ne sont pas maintenus, il n'y a pas de résilience. Une épidémie ne peut à elle seule entraîner automatiquement l'effondrement de l'économie et de la société. L'épidémie de peste du 1346, si ma mémoire est bonne, a été particulièrement destructrice, mais elle a emporté entre 30% et la moitié de la population française, européenne, donc elle a entraîné des conséquences économiques, sociales, etc., très péjoratives. Mais une épidémie comme le coronavirus ne suffit pas à entraîner un effondrement économique social. Il a fallu que le politique s'en mêle. Et le politique s'en est mêlé. Ça veut dire que si on regarde de manière objective depuis un an et demi comment s'est passée l'épidémie, n'est pas vraiment un problème, parce que médicalement, on sait comment traiter les épidémies. Par contre, l'épidémie prise en charge politiquement est un souci. Au point de vue politique, la prise en charge politique a servi de prétexte et de révélateur. Elle est un prétexte pour l'extension de l'État dans notre vie privée et dans l'économie. Elle est un révélateur de la décrépitude de notre système de santé et de notre société dans son ensemble. Frédéric Bastiat écrit d'ailleurs « Le pouvoir, vaste corps organisé et vivant, tend naturellement à s'agrandir. Il se trouve à l'étroit dans sa mission de surveillance. Or, il n'y a pas pour lui d'agrandissement possible en dehors d'empiétements successifs sur le domaine des facultés individuelles. » Il a écrit ça dans sa profession de foi électorale à la députation en 1846. Le fil rouge de la gestion étatique de la Covid a été la saturation des structures hospitalières et des services de réanimation.
Le manque de structure a été le justificatif et l'alibi de la politique gouvernementale. On peut remarquer toutefois que l'État ne s'est pas battu pour mettre en ligne des moyens conséquents pour permettre au système de soins d'encaisser le choc de l'épidémie. Non seulement il ne s'est pas battu, mais en vérité, il a continué à fermer des lits de médecine durant toute l'épidémie. Nous allons maintenant aborder la deuxième partie